Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous. Les fêtes de Noël nous rappellent l'importance de penser à autrui et de faire preuve de générosité. En ces temps de pandémie, les Québécois s'avèrent très nombreux à offrir leur temps à titre de bénévole ou à aider financièrement les organismes de proximité. La crise sanitaire donnerait même un élan à cette solidarité. Près d'un Québécois sur deux aurait soutenu un organisme de bienfaisance depuis janvier dernier. Certains, ou plutôt certaines, y participent plus que d'autres, car ce sont plus souvent les femmes, ainsi que les jeunes et les personnes âgées qui font du bénévolat ou qui donnent de l'argent. Et plus on donne et plus on a envie de donner, car cela nous rend heureux. C'est la science qui le dit, c'est pas moi. Cela a été confirmé par l'imagerie cérébrale. Être généreux active 2 zones du cerveau liées au plaisir et à la récompense. Mais qu'est-ce qui nous pousse à être généreux de notre temps, de notre expérience et même de notre argent? Nous en parlons tout de suite. Ne bougez pas. Avec le réveillon à nos portes, nous voulions parler de la générosité en temps de pandémie, une période tout à fait particulière qui vient aussi chercher le meilleur de nous. Pour en parler aujourd'hui, je rejoins Martine Pelletier, professeure agrégée au département de communication à l'Université de Sherbrooke, spécialiste des médias. Vous vous intéressez à l'impact des médias, aux campagnes de levée de fonds, à la générosité au temps des fêtes, c'est bien ça? Bonjour. Oui, tout à fait. Bonjour, merci de l'invitation. Et nous sommes accompagnés aussi de Julie Fortier, qui est professeure au département d'études en loisirs, culture et tourisme à l'Université du Québec à Trois-Rivières et qui est co-directrice du laboratoire en loisirs et vie communautaire. Vous vous intéressez au bénévolat, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bonjour. Bonjour. Donc, la guignolée des médias a actuellement lieu à travers tout le Québec, cela même en temps de pandémie. Cela ne se déroule pas dans la rue, c'est en ligne pour les dons d'argent et dans de nombreux magasins où on peut déposer nos dons non périssables. Que change la COVID du côté de la générosité? Nous allons voir ça. Les besoins sont plus grands que jamais avec la crise sanitaire et les problèmes économiques qu'elle entraîne. Les Québécois sont-ils au rendez-vous, professeur Pelletier? Ils le sont à leur manière et dans leur capacité, je crois, si vous pouvez donner, comme le dit le slogan. Donc cette année, je crois que nous sommes en épreuve parce que pas de contact physique, pas de rassemblement, donc certaines campagnes en souffrent beaucoup, il y en va de soi. Oui. Est-ce que vous voyez de votre côté, professeur Fortier, depuis que la crise sanitaire a commencé, il y a eu une forte demande de bénévolat. Est-ce que vous le voyez autour de vous aussi? Bien, effectivement, il y a eu en fait différentes étapes, parce qu'il y a eu évidemment une première vague, le confinement, ensuite un déconfinement, une deuxième vague. Donc, ça fait varier aussi l'engagement des citoyens en termes de bénévolat. En fait, si on regarde très rapidement, tout d'abord, les bénévoles qui manquent à l'appel au départ, puisque le confinement exigeait que chacun reste chez soi. Donc, il y a eu une baisse de bénévolat, un appel du gouvernement Oui. en mars qui invitait les gens à s'impliquer massivement. Il y a eu un haut taux de bénévolat à ce moment-là. Le directeur général de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec précise qu'il y a eu 20 000 personnes inscrites sur la plateforme Je bénévole suite à l'appel du gouvernement. Mais défi de rétention, donc il y a tout de même une baisse de bénévolat là, depuis notamment novembre-décembre. Oui, en plus avec la fin de l'année finalement. Mais est-ce que les Québécois sont généreux? Peut-être. En général, ils le oui. sont. Ils sont toujours bons 2e ou 3e au Canada, mais intéressant. Et majoritairement aussi des femmes, plus souvent aussi des regroupements, que ce soit des communautés, des groupes sociaux ou des groupes attachés à des paroisses ou à des communautés religieuses. Donc, il y a des profils de tout acabit, mais généralement, les Québécois répondent à l'appel et particulièrement lorsqu'ils sont touchés ou rendus très sensibles à certaines situations de vulnérabilité. Professeur Fortier, est-ce que les Québécois sont généreux de leur temps?
Oui, en fait, tu sais, bien qu'il y ait quand même une baisse au niveau du nombre de bénévoles, je parle pour novembre-décembre, parce que justement, les 20 000 qui se sont inscrits au niveau de la plateforme, ben certains sont retournés sur le marché du travail. Donc, les gens continuent de donner, mais les besoins sont encore plus grands. C'est ça, donc comme un décalage. La COVID crée des besoins de services sociaux énormes. Et là, il faut justement des gens pour pouvoir aider les organismes non lucratifs. Donc, il y a un certain décalage, mais oui, les gens sont présents tout de même. Oui, il y a eu de nombreux Québécois font du bénévolat, plus d'une personne sur 3, 38%, j'ai vu ça par le réseau de l'Action bénévole du Québec en 2017. Et c'est sûr qu'au début de la pandémie, l'appel Je me des bénévoles a fortement mobilisé sûrement les citoyens, même si vous constatez une baisse. Est-ce qu'avec l'approche des fêtes, est-ce que ça revient? Est-ce que les gens viennent un peu plus frapper à la porte pour aider? Bien, en fait, il y a encore... ce qui est intéressant, justement, c'est qu'hier, il y a eu, je crois, Imagine Canada qui a publié un communiqué de presse qui parle justement du don, des dons en argent et des dons en temps, en fait, puis qui précise que le bénévolat demeure quand même stable là, en ce temps-ci de l'année. Donc, ce qui est bien là, pour la situation qu'on connaît aujourd'hui. Donc, je dirais pas qu'il y a une hausse, mais il y a encore un fort pourcentage là, qui est présent. Est-ce que sont davantage présents? Je crois que ça se concrétise peut-être plus au niveau du don en argent. Je saurais répondre pour professeur Pelletier, mais au niveau du temps, ça se stabilise. Là. Il y a quand même des gens qui donnent, mais je dirais pas une hausse nécessairement en ce temps de l'année. Oui, c'est long. Tout à fait. Oui, allez-y. Oui, le portrait est quand même, depuis le mois de mars, assez triste dans le sens où les gens ont été mobilisés à cause des situations que l'on connaît. Mais doucement, les gens, j'ai l'impression qu'il y a une redéfinition des paramètres aussi dans l'engagement au niveau social. Donc, les gens s'engagent doucement, revoient leurs propres capacités, mais on annonçait déjà une baisse importante de l'engagement, soit en dons en argent ou même en temps. Donc, on a observé une baisse des dons, mais des bénévoles et des heures de bénévolat. Donc, on espère que ça va remonter, mais ça sera intéressant de voir, parce qu'on est un peu le nez dedans, de voir comment on va se rasseoir et à partir de quels nouveaux paramètres. Parce que j'imagine bien que le paramètre de la sensibilité à différentes causes ou la sensibilité par expérience de vulnérabilité imprévue, parce qu'il y a des gens qui se sont retrouvés dans des situations inimaginables au plan financier, donc des préoccupations qui ont fait face et surface dans leur vie. Et à ce moment-là, ça a probablement déplacé notre sensibilité, notre capacité à répondre. Donc, ce serait intéressant d'observer en bout de piste, une fois que nous aurons vu la vraie lumière, comment on pourra redéfinir notre façon d'être engagé finalement. Oui, il y avait un article du Journal de Devoir récemment qui parlait d'indices de générosité et qui démontrait que les Québécois donnent autant que par le passé, mais ils seraient moins nombreux à donner. Comment on pourrait expliquer ça? J'imagine par le contexte, par le fait qu'ils ont moins de temps, qu'ils sont pris dans toutes sortes de situations familiales et personnelles, qu'ils ont à gérer peut-être des niveaux d'anxiété nouveaux. Pour être professeur, toutes les deux, Julie et moi, on connaît aussi l'anxiété des jeunes qui retournent vivre avec leurs parents et qui ont à composer avec de nouvelles réalités inattendues. Donc, différents contextes de vie, je pense, qui sont beaucoup en mouvance et qui auront besoin de s'asseoir un peu pour se réengager encore une fois. Certaines personnes sont aussi peut-être plus généreuses. Les femmes donnent plus souvent, ainsi que les personnes âgées. Le milieu anglophone aussi, je pense à une grande tradition de philanthropie. Est-ce que c'est encore vrai dans le contexte? Mais c'est encore vrai. J'imagine que, Julie, vous en connaissez aussi beaucoup sur le terrain. On sait que les femmes font partie des personnes engagées à temps plein ou comme employées à temps partiel dans les organismes de charité à la marge de 70%. Donc, les femmes sont beaucoup plus affectées présentement par la baisse des emplois, la coupure que les organismes ont dû faire à ce niveau-là. Mais elles sont aussi effectivement les plus généreuses et les plus actives. Mais les jeunes
hommes aussi le sont beaucoup, mais ils le sont de manière très ponctuelle. On pense aux campagnes de sociofinancement, par exemple, où ils sont très, très présents et proactifs, mais ils le font sur de plus courtes durées. Oui. Professeur Fortier, le constatez-vous aussi que les femmes et les jeunes prennent peut-être un peu plus de place? Oui, effectivement. Au niveau des femmes, oui, il y a plus de bénévolat qui se fait par les femmes. C'est sûr qu'il y a des secteurs plus prisés, les secteurs sociaux, entre autres. Quand on regarde au niveau du loisir et des sports, en fait, qui le secteur qui me touche davantage, en fait, c'est autant les hommes que les femmes là, qui font du bénévolat. Mais au niveau des jeunes, effectivement, les jeunes, dans les différentes enquêtes, là, les dernières enquêtes de Bénévoles Canada, au niveau et Statistique Canada, au niveau du bénévolat, ce sont les jeunes qui sont les plus nombreux à faire du bénévolat. Mais effectivement, ce sont pas eux qui donnent le plus d'heures, mais ils sont plusieurs à donner peu d'heures. Donc, par projet, de façon ponctuelle, comme le précise ma collègue. Donc, c'est ça pour les jeunes et les aînés qui sont moins nombreux, mais s'impliquent de façon qui donnent plus d'heures, en fait. Oui. Est-ce qu'il y a des secteurs comme le loisir ou le sport qui peut-être les interpellent un peu plus? En fait, si on se met externe au COVID, à la situation de COVID, effectivement, loisir, sport revient souvent en première ou deuxième place, là, avec le secteur santé et services sociaux. Donc, oui, c'est un secteur très prisé, parce que c'est large aussi. Hein, on retrouve autant s'impliquer dans un événement, un festival, que coacher une ligue, de club baseball, de soccer, junior, effectivement, baseball. Donc, c'est très diversifié. Oui. C'est quoi le profil type du donneur ou du bénévole? Et si on devait vraiment faire un portrait de cette personne-là pour savoir si la personne qui nous écoute ou moi, je pourrais me retrouver dans ce profil type-là. Donc, qu'est-ce que, en général, est-ce que c'est, peut-être plus une femme? Est-ce que c'est... Et combien de temps on donne, combien d'argent on donne quand on est vraiment généreux, finalement? Professeur, vous avez une immense question. On sait par exemple que les gens, au moins 9 personnes sur 10 en dehors des genres ou de toute catégorie de ce type, donnent par compassion. Donc, c'est intéressant de voir que la valeur de la compassion, de la sensibilité aux autres est toujours présente. On va donner aussi parce qu'on croit à une cause. Alors, les profils vont être diversifiés. Donc, qui croit à certaines causes et pourquoi on y croit? Probablement parce qu'on est touché de près par cette cause-là ou les valeurs des différentes causes nous rejoignent ou on partage ces valeurs-là. Il y a des gens qui vont se sentir toujours fondamentalement redevables parce qu'ils ont beaucoup reçu, parce qu'ils ont beaucoup d'estime pour les autres, parce qu'ils ont le souhait de construire à leur échelle un peu de un coin de ciel bleu ou un monde meilleur. Mais on commence aussi à avoir un profil intéressant qui se pointe parmi les gens qui donnent de leur temps particulièrement. Ils vont mettre à profit leurs compétences ou leur expérience. Donc, un souci de socialisation aussi, mais de contribuer à cause de compétences ou de professions qu'on aimerait prolonger dans le bénévolat. Et on observe aussi des profils des personnes immigrées qui s'impliquent beaucoup dans les organismes, question de socialiser, de rencontrer les gens, de développer leurs réseaux sociaux justement. Et les jeunes 18-34 ans au ponctuel. Donc, vous avez de tout. Oui. et le motif reste quand même toujours mystérieux. La question du don restera toujours un mystère quelque part. Oui, professeur Fortier, le profil type du bénévole que vous rencontrez? En fait, encore là, je vais parler peut-être des bénévoles en loisirs et en sport. Sont surtout plus âgés, en fait. Plus âgés, c'est-à-dire ceux qu'on a pu sonder autour de 2014-2015. La dernière étude avait entre 50 et 65 ans, plusieurs, mais il y en a quand même des plus jeunes. Puis ça suivait un cycle de vie. Quand on est, par exemple, à l'université, on s'implique dans notre université, dans la communauté autour. Ensuite, on quitte, on s'en va dans une autre ville. Il y a une petite baisse, en fait, d'implication. Il y a les enfants, on s'implique pour le sport des enfants. Il y a certaines courbes là, que l'on
que l'on suit en termes d'implication. Puis, plusieurs sont assez scolarisés, là, cégep, université, dans ceux qu'on a pu sonder il y a quelques années. Donc, il y a une proximité finalement ou une proximité d'expérience de vie. Ce qu'on vit définit peut-être un petit peu. En étant parent, exactement, on va avoir envie de justement d'aider la classe ou d'aider le groupe sportif de notre enfant, c'est ça? Oui, exactement. Ça suit les moments de vie, le contexte de vie, les moments de notre vie, selon où on se trouve au moment où les occasions se prêtent de s'engager. Mais c'est ça, peut-être pour ça aussi qu'il y a des engagements plus ponctuels au niveau des jeunes, puisqu'il y a une certaine mobilité aussi. On n'est pas toujours dans la même ville, toujours. Donc, on se promène, nos communautés, que ce soit locales d'intérêt, peuvent changer. Donc, on s'implique au fil de notre parcours de vie. Oui, c'est aussi une question d'opportunité. Le temps des fêtes reste une période propice à la générosité. Comment on l'explique? C'est sûr, il y a les guignolés qui viennent aider ça aussi. Là, on entend parler, donc peut-être ça vient nous stimuler. Professeur Pelletier? C'est une période de l'année où on est beaucoup sollicité on partage les mêmes études, professeur Fortier et moi. Donc, aujourd'hui, on peut dire que c'est autour de 12 milliards par année qui sont récoltés sous toute forme de dons en argent. Et on comprend que dans les 2 derniers mois de l'année, la plupart des campagnes s'y retrouvent. Donc, fin octobre, novembre, décembre, ce sont les grandes campagnes qui se lancent. Alors là, c'est 5 milliards de dollars sur seulement quelques mois qui sont récoltés. Donc, on comprend qu'à ce temps-ci de l'année, il y a une convergence entre le fait que les campagnes sont très présentes. Elles le sont aussi au printemps. Vous remarquez qu'il y a beaucoup de campagnes aussi au printemps. Donc, 2 périodes de l'année où on est très sollicité, mais en plus aussi, probablement que nous sommes héritières de certaines valeurs d'engagement et de prise de conscience autour du fait de l'importance du partage et bien sûr, toute la question des vulnérables et des personnes démunies. On se fait rappeler dans nos festivités combien il y en a d'autres qui n'ont pas accès à ce privilège-là. Donc, on a une sensibilité aussi. Quand je parlais tout à l'heure de compassion, je pense que c'est une des valeurs importantes qui revient dans la période festive aussi. Oui, professeur Fortier, je suppose que vous êtes d'accord avec ça? Une sensibilité. Bien sûr. Oui, sensibilité. Plusieurs levées de fonds, en fait, comme le mentionne professeur Pelletier, puis qui nous rappelle aussi, en fait, ces levées de fonds-là, peut-être qui nous sensibilisent, qui nous démontrent l'importance de donner, qui démontrent peut-être aussi, justement, c'est un temps de fête familiale, un temps de repas entre nous, de cadeaux, donc peut-être la chance que certains peuvent avoir comparativement à d'autres, donc ça interpelle nos valeurs premières, puis nous rappelle de l'importance d'aider, en fait. Oui, tout à fait. Le temps des bilans. Oui. Quel impact ont les médias et les réseaux sociaux sur le geste de donner? De plus en plus d'impact, je dirais. Par exemple, la montée de la collecte en ligne est importante. Si on prend seulement l'exemple en France, parce qu'au Québec, c'est plus que 100% des organismes de bienfaisance n'ont pas eu le choix de prendre le virage en contexte de COVID, d'aller vers les plateformes en ligne pour faire les collectes, puisqu'on ne pouvait plus les faire de manière directe avec les gens. Mais par exemple, pour donner un tout petit chiffre qui peut être assez fort, en 2019, 37% des dons des collectes étaient faites en ligne en France. Et cette année, on est passé à 159% de plus de dons en ligne. Donc, on comprend que les plateformes vont devenir de plus en plus présentes et elles vont être probablement là pour rester. Elles vont donc modifier aussi notre façon de faire. Donc, juste à ce niveau-là, au plan technologique, je pense que les organismes à but non lucratif et particulièrement les organismes de charité ont eu à faire ce virage et ont annoncé aussi qu'elles le faisaient par pression, par contexte. Donc, il y aura des nouveaux joueurs à observer maintenant dans notre manière de donner. Oui. Quels sont les impacts aussi des médias? Le fait qu'on nous rappelle, la guignolée des médias reviennent à chaque année, puis là on voit et on entend sur nos radios, allez-y, c'est le bon temps pour donner. Est-ce que ça nous incite justement à donner un peu plus de nous-mêmes aussi, professeur Fortier? En fait, au niveau du bénévolat, c'est certain que les médias
rendre plus visibles les occasions de bénévolat. On parle de la plateforme, justement, la plateforme Je bénévole, toute la sensibilisation qui peut se faire aussi sur les sites Internet ou sur les pages Facebook, tous les messages qu'on peut se transmettre d'une personne à l'autre pour nous sensibiliser. Donc, ça a un impact très important. Puis, si on le voit aussi dans une autre perspective, tout ce qui est utilisation justement de l'ordinateur ou tablette, plateforme pour le télébénévolat, ben, tu sais, ça c'est au-delà des médias, mais quand même, c'est quelque chose d'extrêmement important pour le temps de COVID, parce que sans le télébénévolat, il y a plusieurs qui n'auraient pas pu poursuivre leur service. Donc, je pense que ça a un impact majeur. Je n'ai pas de chiffre en tant que tel, mais je pense que l'impact est très important. Ben oui, parce qu'il y avait beaucoup, dans le bénévolat, beaucoup de personnes âgées qui faisaient du bénévolat, qui voulaient recevoir aussi, un petit peu aussi. Là. Comment on stimule le don et le bénévolat? Professeur Pelletier, par exemple, comment on peut stimuler ça? Excellente question aussi. On parle en termes de succès d'une campagne, par exemple. Il va s'agir de différents éléments qui vont s'aligner, comme la préparation, par exemple. On va beaucoup utiliser le profil des donateurs. On va regarder leur sensibilité. On va aussi y ajouter, de toute évidence, les technologies numérisées, donc toute l'amplification, la démultiplication que ces plateformes-là peuvent faire. Bien sûr, la visibilité du canal en question qu'on va choisir. Les médias sont très importants. Les médias traditionnels le sont probablement, et sans vouloir faire d'agisme, pour certaines générations, les canaux traditionnels vont être davantage utilisés selon la campagne ou selon la cause en question. Il va aussi y avoir le charisme, on y revient, on voit beaucoup dans la guignolée présentement le charisme des porte-paroles. Oui. Cette année, on peut observer au Québec, en tout cas, cette diversification des porte-paroles. On a joué beaucoup en ligne avec des profils très, très, très variés, justement pour rejoindre un maximum de profils de donateurs ou de donatrices. Et bien sûr, le niveau de sensibilité, actuellement, je pense que quand on insiste sur le fait que beaucoup de gens et plus que habituellement ont besoin des services des organismes communautaires et de charité, eh bien, la sensibilité locale, nationale et même internationale est très, très ouverte et exacerbée ces temps-ci. Oui, professeur Fortier, vos travaux récents se penchent sur la concertation, la participation publique et l'action bénévole, notamment en milieu municipal. L'action citoyenne constitue une indispensable ressource pour la vitalité des villes et la vie démocratique, n'est-ce pas? Effectivement, la participation citoyenne qui peut se trouver évidemment sous diverses formes, mais oui, c'est indispensable. Juste en loisirs et en sport, là, il y a 3000 organismes sur 4500 qui dépendent d'actions bénévoles pour offrir leurs services. Donc, on parle d'une ressource vraiment inestimable. Le citoyen, évidemment, peut s'engager sous diverses formes, mais une forme privilégiée est l'action bénévole notamment. Puis, une des façons, si je peux me permettre de retourner à la question que vous avez posée, Mme Pelletier, mais je crois que pour favoriser l'action bénévole, dans le contexte actuel, mais aussi à l'extérieur, au-delà de ça, il y a le soutien aux organismes, c'est-à-dire que souvent les organismes, l'action bénévole, le soutien bénévole fait partie des tâches. Hein? Il n'y a pas de personne nécessairement destinée au soutien bénévole. Donc, avoir une personne qui pourrait avoir principalement dans sa tâche le soutien bénévole, ou du moins, ou avoir que cette tâche-là. Donc, bien les outiller, puis évidemment sensibiliser et faire la promotion des occasions de bénévolat encore plus, pas seulement nécessairement en temps de pandémie, mais constamment. Oui, ou entendre de fait non plus, là. Avec la COVID, les besoins des personnes vulnérables sont plus criants. Comment on y fait face? Est-ce qu'on a des leçons qu'on peut tirer de cette pandémie au point de vue de la générosité, donc en temps ou en don? Professeur Pelletier?
Les leçons qu'on peut tirer, je pense qu'elles vont être à venir encore, mais celles qu'on peut déjà observer, c'est celle de d'abord se positionner comme donateur ou donatrice, à savoir quelle est la mesure de mes capacités actuellement, sachant qu'elles deviendront meilleures si elles l'ont déjà été, et sachant que l'on peut aussi donner à la mesure de nos capacités. Ça, c'est très important d'abord. Ensuite, je pense que il faut savoir aussi ajuster notre don, dans le sens où il faut être à l'écoute de ce qui se passe actuellement, d'observer et éventuellement être le plus ou le mieux ajusté possible à ce que les milieux ou les causes ont besoin de recevoir actuellement. C'est plus grand que nous parfois parce qu'on a compris que la hausse des demandes de services est toujours là. Je pense qu'on n'a pas encore traversé cette deuxième vague qui nous fait voir encore l'ampleur de tout ce qu'il y aura à faire ensuite, mais qui nomme déjà des besoins criants. Mais ce qu'on aura compris, je pense, à la base, ce sera au moins d'avoir revisé nos paramètres habituels et de revoir comment on peut être mieux ajusté au niveau de nos dons. Oui, ça peut être des fois peut-être un peu décourageant, mais passer à l'action et faire du bénévolat, ça peut être une bonne chose, professeur Fortier? Tout à fait. Mm-hmm. Ben oui, tout à fait. Faire du bénévolat, en fait, mais ça demande aussi, au niveau des organismes, ce qu'on doit, en fait, ce à quoi on doit réfléchir, c'est notamment au défi on parle de défi de gouvernance numérique, c'est-à-dire défi de, le télébénévolat, je pense qu'il est appelé à se poursuivre. Donc, ça a été un défi soudain. Donc, ça ramène peut-être plusieurs à réfléchir à cette forme de bénévolat qui a pris beaucoup plus de place. Je dirais aussi, puis ça fait longtemps que je regarde comment fonctionne justement l'action bénévole, chacun avec son secteur et ses propres bénévoles. Ben, peut-être un appel, un journaliste là, qui précisait, dans le journal Le Devoir, qui précisait qu'il faudra que des joueurs du communautaire, loisirs, sport, événementiel, etc., travaillent ensemble et mettent en perspective leur ressemblance plutôt que leur différence. Donc, je crois que le partenariat, justement, travailler ensemble avec les bénévoles de notre communauté, je crois que c'est aussi une perspective intéressante. Oui, finalement, d'être généreux ensemble. Donc, je vous remercie beaucoup. On était en compagnie de Julie Fortier, professeure au département d'études en loisirs, culture et tourisme à l'Université du Québec à Trois-Rivières et co-directrice du laboratoire en loisirs et vie communautaire. Merci. On était aussi en compagnie de Martine Pelletier, professeure agrégée au département de communication à l'Université de Sherbrooke et spécialiste des médias. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin, à la recherche aujourd'hui Aurélie Lagueux-Beloin, à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Écoutez-nous, nous avons des rediffusions cette semaine et les autres semaines. Vous pouvez aussi nous écouter en podcast sur le site de l'agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé cette émission. Partagez-la, ça va nous faire plaisir de voir que vous la partagez. Donc en attendant, bonne semaine, bonne fête, portez-vous bien. Jin Jiahua est un chercheur typique